Les arbres de la canopée sont en fleurs. Le puissant fleuve Amazon déborde et une couverture verte de végétation s'élève à perte de vue. Mère Nature comble ce paradis animalier d'une abondance sans précédent. Des fruits frais poussent même sous les pierres et l'immensité des niveaux les plus bas de la chaîne alimentaire crée une surabondance de proies sans précédent. Face à un tel gaspillage de ressources, l'air se remplit d'hormones et chaque espèce sauvage, poussée par le simple désir de prolonger sa lignée, entame une saison de reproduction qui sera tout sauf paisible. Chaque espèce est confrontée à ses propres défis dans la compétition pour propager sa lignée à travers les générations. Suivant le mandat d'être fécond et de se multiplier, le jaguar, prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, démontre toute sa sauvagerie à ses congénères, luttant pour accéder aux femelles fertiles de leur domaine. Les aras, oiseaux colorés, remplissent le ciel de leurs vols nuptiaux élaborés, dans une danse dont le seul but est la copulation. Et, par un tour de force de la nature, les capucins femelles prennent l'initiative et mettent tous leurs efforts à courtiser un alpha redoutable. Quand l'enjeu est la survie de l'espèce, rien ne s'y oppose. Dans les troupeaux de capybaras, les mâles dominants exercent leur pouvoir pour monopoliser le droit de se reproduire, tandis que les subordonnés attendent patiemment l'occasion de se rebeller. Même lorsque la nuit tombe sur l'Amazonie, ces rituels qui visent à parvenir à des rapports sexuels ne s'arrêtent pas. Au milieu de l'obscurité, les chauves-souris, dans une sorte de représentation du plus vieux métier du monde, paient les femelles avec de la nourriture pour leur service de compagne. Dans la nature, tout est permis, tant que le résultat est de prolonger la lignée pour une autre génération. Dans cet écosystème rempli de mâles dominants alimentés par la testostérone, tous désireux de se reproduire avec d'innombrables femelles, les femelles fertiles sont souvent une ressource rare. C'est pour cette raison que, lorsqu'une femme est impliquée, la violence est souvent la seule solution pour résoudre les conflits. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Celui qui survit obtient la femelle et le précieux droit à la copulation. Cet exemple parfait de la survie du plus apte se reflète clairement dans la saison des amours d'un reptile vorace qui vit dans les eaux turbulentes du dangereux fleuve Amazon. Dans ces marais sombres où la lumière du soleil atteint rarement, le redoutable anaconda est assis immobile, froid et serein, avec la ferme intention de faire grandir son espèce. Une fois la saison de reproduction de ce cruel reptile, pesant jusqu'à 200 kg et mesurant 10 mètres de long, commencée, c'est la femelle qui sera en charge des chaleurs. Lorsqu'elle est prête à se reproduire, elle utilise un signal olfactif pour attirer tous les mâles qui se trouvent à proximité de sa maison douillette en Amazonie sauvage. Ainsi, le même sens qui les aide à infliger une mort douloureuse à des centaines de proies sans défense est celui qu'ils utilisent pour apporter le miracle de la vie et garantir la suprématie de ces machines à tuer dans un écosystème qu'ils dirigent d'une main de fer. Jour après jour, les mâles de la région percevront l'odeur caractéristique d'une femelle en chaleur. Avec une invitation aussi provocatrice, il est pratiquement impossible pour l'un de ces prédateurs impitoyables de résister à l'envie de se présenter. Cependant, avec une demande aussi élevée de femelles fertiles et une offre très faible, les anacondas mâles qui viennent à cet endroit du marais savent bien qu'il n'existe aucun moyen pacifique de résoudre ce conflit. Chaque anaconda qui fait son arrivée triomphale sur le lieu de reproduction doit se battre pour ce qui est plus un privilège qu'un droit. À son arrivée, l'anaconda mâle s'enroule autour du corps de la femelle, essayant d'atteindre son organe reproducteur. Cependant, cela ne sera pas aussi facile qu'il y paraît, car peu de temps après l'arrivée de cet anaconda,
Un autre mâle arrive avec l'intention d'étendre sa lignée, et il ne sera pas laissé seul à regarder son concurrent prendre le contrôle de la femelle convoitée. Ainsi, jour après jour, poussés par les phéromones libérés par la femelle, jusqu'à des dizaines d'anacondas arriveront pour prendre ce qu'ils croient être à eux. Lorsqu'un nouveau spécimen est ajouté, une grande masse appelée boule de reproduction prend forme. Dans ces boules d'accouplement, chaque mâle se bat farouchement pour être l'heureux élu qui parviendra à féconder la femelle. Bien que ces combats au corps à corps n'impliquent généralement pas de morsures majeures, chaque prétendant tente de pousser ses adversaires pour atteindre la place d'honneur sur l'organe reproducteur de la femelle. Le désir de s'accoupler est tel que les mâles peuvent passer jusqu'à 15 jours enroulés autour de celle qui pourrait être la future mère de leurs petits, essayant de soumettre leurs rivaux et, en même temps, de se montrer à la femelle comme la meilleure prétendante. Tout au long de ces longues batailles pour le droit de procréer, la femelle permet parfois à un mâle de copuler avec elle. Au cours de la saison des amours, une femelle s'accouple souvent avec un grand nombre de mâles. Bien sûr, en donnant toujours la priorité aux plus grands et aux plus forts, qui sont capables de l'atteindre au milieu des zones de reproduction écrasantes. Bien que la femelle n'ait généralement pas le droit de vote dans le choix du mâle avec lequel elle s'accouple, elle peut prendre des positions qui favorisent l'un ou l'autre des prétendants. Dans une espèce où la femelle est beaucoup plus grande que les mâles, même immergée dans une boule gigantesque entourée de reptiles robustes, elle possède un certain degré de mobilité. Souvent, lorsqu'un mâle parvient à se positionner sur l'organe reproducteur de la femelle et qu'elle est réceptive, la copulation peut durer jusqu'à 4 heures, un temps non négligeable après tous les efforts qu'elle a nécessités. Après avoir fait son travail, le mâle, avec son taux de testostérone très élevé, et ayant réussi à féconder la femelle, abandonnera la boule d'accouplement, car tout ce désir motivé par les phéromones a été satisfait. Cependant, pour la femelle anaconda, ce n'est pas la fin, car pour assurer le succès de la reproduction, elle permettra à d'autres mâles d'avoir le plaisir de copuler avec elle. Avec de moins en moins de prétendants enroulés autour de la femelle, les mâles restants donnent tout pour tenter d'atteindre l'endroit convoité pour son organe reproducteur. Une fois qu'elles se seront accouplées avec suffisamment de mâles, tout sera terminé et les candidates malchanceuses devront repartir les mains vides, avec ce désir de copulation intact. Même si certains mâles peuvent devenir insistants, voulant en quelque sorte forcer la femelle à s'accoupler avec eux, il est préférable de repartir rapidement par où ils sont venus. Ce n'est pas une idée très judicieuse de rester sur le territoire d'un gros serpent qui est resté jusqu'à 2 semaines sans rien manger. Étant donné sa supériorité physique, après avoir copulé avec les mâles les plus voluptueux qui ont réussi à soumettre les autres dans les boules d'accouplement, la femelle anaconda, ne laissant pas passer son opportunité, soumet l'un de ses prétendants potentiels et en fait un élément de son régime alimentaire. Même si cela peut être extrêmement cruel, devenir momentanément cannibale est plus que justifié par le long jeûne du reptile et les besoins nutritionnels de la mère désormais. L'estomac plein et avec une période de gestation pouvant aller jusqu'à 7 mois, la femelle décide de se réfugier dans un endroit sûr où elle pourra échapper à la faune trépidante de l'Amazonie, car on ne sait jamais quand un jaguar féroce décide de jeter son dévolu sur ce reptile redouté. Bien qu'il soit ovovivipare, l'anaconda ne pond pas d'œufs en tant que tel, mais donne naissance à ses petits. Le moment venu, 20 à 40 minuscules anacondas sortiront du corps robuste de leur mère par l'organe reproducteur. Contrairement à d'autres espèces animales, l'anaconda n'a aucun instinct maternel, laissant ses petits se débrouiller seuls, à la merci de la faune amazonienne impitoyable. La même loi de survie du plus apte qui leur a permis de naître déterminera s'ils survivront à cette étape délicate de leur vie et deviendront de gigantesques prédateurs, maîtres et seigneurs de cet écosystème hostile qui ne montre aucune pitié envers ses petits. Alors que dans le monde grotesque des anacondas, les mâles, sentant l'odeur enivrante des phéromones, font tout leur possible pour retrouver la femelle, à plusieurs centaines de kilomètres de ces marécages denses, au plus profond du biome béni qu'offre la canopée amazonienne.
les femelles capucins à front blanc décident de prendre l'initiative de la reproduction. Vivant en troupe pouvant compter jusqu'à 30 individus, avec une hiérarchie sociale très complexe, les femelles de ces primates sauvages ne restent pas comme des demoiselles attendant le mâle et prennent les rênes de la parade nuptiale. Dans un groupe où les mâles et les femelles ont leur hiérarchie sociale, les singes femelles qui entrent en chaleur préfèrent généralement être réceptives aux individus plus grands et plus forts, où l'alpha, bien sûr, est le plus favorisé. Tout comme les anacondas mâles s'efforcent d'atteindre les organes reproducteurs de la femelle, les singes capucins trouvent des moyens d'attirer l'attention de l'alpha costaud. L'ensemble de la parade nuptiale commence par le répertoire varié de vocalisation du capucin. Pour attirer l'intérêt de l'alpha, les femelles émettent des cris et des gazouillis doux qui visent, sans aucune hésitation, à montrer au mâle leur intention complète de s'accoupler. Le modèle et la fréquence des vocalisations peuvent être un indicateur assez fiable de la phase d'œstrus dans laquelle se trouve une femelle, donnant un signal clair au mâle qu'il veut conquérir concernant sa fertilité. Si les vocalisations ne portent pas leurs fruits, les singes capucins peuvent augmenter un peu l'intensité de leur stratégie en s'approchant du mâle, en s'asseyant près de lui et en établissant occasionnellement un contact visuel. Les femelles les plus audacieuses peuvent même initier un contact physique subtil en frôlant son corps, en s'appuyant contre lui et même en toilettant certaines zones de sa fourrure, tout cela dans le but d'attirer l'attention du père potentiel de sa future progéniture. Pour augmenter encore la température de la cour, les femelles peuvent se livrer à des flirts ludiques avec les mâles, y compris de courtes poursuites et même de légères bagarres, afin d'augmenter l'interaction physique. Dans un comportement semblable à un clin d'œil, certaines candidates féminines cherchant le droit de s'accoupler avec l'alpha fort peuvent faire des expressions faciales telles qu'ouvrir et fermer la bouche à plusieurs reprises et remuer les sourcils. Pendant la saison de reproduction complexe du capucin, il arrive parfois que le mâle refuse de s'accoupler avec la femelle qui le courtise, de sorte que le singe rejeté a deux alternatives. La première consiste, dans un comportement quelque peu toxique, à augmenter l'intensité de sa cour, harcelant presque l'alpha jusqu'à ce qu'il se fatigue et finisse par céder à ses charmes. L'autre alternative est, par respect de soi, de rechercher d'autres hommes de niveau inférieur qui la valorisent en tant que mère de leur progéniture. Les femelles qui empruntent la première voie peuvent devenir assez insistantes, pourchassant l'alpha et transformant ce qui était des vocalisations subtiles en cris forts et un toilettage discret en tirage de fourrure. Lorsque le mâle dominant n'a plus de femelles en compétition pour lui, il peut choisir d'accepter celles qui ne lui sont peut-être pas très attirantes. En revanche, les femmes qui décident d'arrêter de supplier l'alpha et de chercher plutôt un partenaire plus bas dans l'échelle sociale ont tendance à avoir de meilleures opportunités de reproduction. Souvent, les mâles subordonnés ne permettent même pas aux femelles d'insister pour se montrer réceptives à la cour, et avec seulement quelques vocalisations, l'interaction entre le couple commence. Certains singes capucins, afin d'avoir plus de chances de succès reproducteur, peuvent courtiser plusieurs mâles en même temps, ce qui stimule la compétition pour les femelles. Cette concurrente habile pourra observer les mâles se disputer pour elle et pourra choisir le plus fort comme père de ses petits. Bien que l'accouplement avec des mâles de rang inférieur puisse être beaucoup plus facile, il n'est pas sans danger. Même après avoir été rejeté par l'alpha, si le mâle dominant apprend qu'un de ses subordonnés a copulé avec une femelle, il peut faire face à l'hostilité d'un alpha jaloux beaucoup plus grand et plus fort. Bien qu'aucun capucin mâle ne soit susceptible de se plaindre de la présence d'une femelle en chaleur dans sa troupe, il arrive qu'un primate fertile soit la source de friction qui conduise la troupe à la guerre avec un autre groupe. Lorsque plusieurs meutes de capucins vivent sur un territoire relativement restreint, les tentatives de kidnapping de femelles en chaleur sont plus que routinières. Les mâles désireux de se reproduire sont capables de risquer leur vie et même de mener toute leur meute dans une altercation violente juste pour kidnapper une femelle singe fertile. Dès qu'il trouve un envahisseur essayant de prendre une femelle, l'alpha sort pour protéger ce qui lui appartient et, avec lui, tous les grands mâles de la troupe.
Cela commence généralement par des cris et des aboiements bruyants destinés à dissuader l'envahisseur de ses intentions déloyales. Dans le meilleur des cas, lorsqu'il est découvert, il décide d'abandonner la femme qui aurait pu être la mère de ses enfants et de fuir pour sauver sa vie. Cependant, lorsque l'intrus n'abandonne pas l'idée de garder la femelle, l'alpha, ainsi que les autres mâles du groupe, ne réagiront pas de manière très pacifique. Ici, les morsures et les griffures sont les armes que les troupes utiliseront pour imposer leur volonté. Heureusement, le bon sens prévaut généralement lors de ces raids et l'étranger fait généralement demi-tour et s'enfuit par le chemin par lequel il est venu. Non loin du territoire des singes capucins, dans ce qui semble n'être qu'un coin vert à la végétation épaisse, se trouve l'ingénieuse menthe religieuse, immobile et très bien camouflée. Étant donné sa petite taille, pas plus de 9 cm, et son apparence extrêmement camouflée, qui la cache de ses nombreux prédateurs, la menthe religieuse semble n'être qu'un des innombrables insectes qui peuplent la forêt amazonienne. Cependant, lorsque la saison des amours arrive, cette espèce se révèle être l'une des plus fascinantes à avoir choisi l'Amazonie comme foyer d'accueil. Lorsque le désir insatiable de procréer inonde le minuscule corps de la menthe femelle, simulant l'anaconda géant, elle répand ses phéromones dans l'air, émettant un appel clair à tous les mâles qui se trouvent à proximité de son petit coin d'Amazonie. Dès qu'ils reçoivent le signal d'une femelle prête à s'accoupler, les mâles très intéressés, sans perdre de temps, commenceront leur voyage vers ce qui pourrait être leur prochain partenaire reproducteur. Étonnamment, le signal phéromonal de ce minuscule insecte peut être détecté à des distances considérables, ce qui explique pourquoi de nombreux prétendants se présentent généralement à ce rendez-vous prometteur. Certaines menthes religieuses mâles, désireuses de procréer sans la moindre hésitation, se dirigent à toute vitesse vers la femelle, et lorsqu'elles l'aperçoivent à l'horizon, elles se jettent sur son corps, plongées dans une extase de copulation. Cependant, comme la femelle est plus grande et plus lourde, et qu'elle n'a généralement pas un tempérament très amical, ces mâles finissent par être attachés en quelques secondes et deviennent une partie des victimes, et bientôt une partie du régime alimentaire de ce candidat partenaire désormais peu attrayant. Après des essais et des erreurs de la part de quelques prétendants, un mâle plus expérimenté apparaît au loin et, fort de son expérience reproductive, sait exactement comment aborder celle qui est à quelques minutes de devenir l'une de ses nouvelles conquêtes. Le mâle habile s'approche avec une extrême prudence de la branche où la femelle se perche placidement, ne ressemblant à rien de plus qu'à une feuille. Comme le moindre faux pas peut pousser la femelle à attaquer férocement son prétendant, le mâle n'est pas pressé et, armé de patience, contrôle tout son désir sexuel pour éviter de finir démembré. Dès que la menthe femelle se retourne pour voir le mâle s'approcher, il reste immobile pour ne pas révéler sa position. Parfois, certains experts en parade nuptiale se déplacent même subtilement pour imiter le mouvement des plantes dans le vent. Après des heures de ce jeu d'arrêts et de départ, maintenant assez proche, le mâle, voyant son opportunité, ouvre soigneusement ses ailes et se prépare à un saut qui pourrait être le dernier de sa vie, ou peut-être le conduire à un moment d'extase. La menthe femelle étant étonnamment imprudente, le mâle saute sur son dos et l'immobilise rapidement en la tenant avec ses pattes dans une brève lutte au cours de laquelle la vie du mâle est en danger imminent. Une fois la femelle maîtrisée, le mâle sort son organe reproducteur sous forme de petites pinces et l'insère dans l'ovipositeur de sa partenaire. En récompense de sa stratégie d'approche planifiée et très patiente, l'insecte restera sur la femelle jusqu'à 5 heures, jusqu'à ce que le spermatophore soit déposé à l'intérieur de la future mère. Après beaucoup de travail acharné de la part du mâle, il se détachera soigneusement de la femelle, car il sait que, même après leur moment de passion, elle n'hésitera pas à le tuer cruellement et même... Pourquoi pas?
l'incorporer dans leur menu dans une démonstration du cannibalisme le plus sauvage. Lors de cette première fuite, le mâle s'éloigne généralement d'une cinquantaine de centimètres de celle qui vient de devenir sa partenaire sexuelle. Étant donné que les mantes religieuses ont une vision plutôt médiocre des objets stationnaires, tant qu'elles restent gelées, leur vie n'est pas en danger. Cet arrêt tactique à une distance relativement courte du lieu de copulation est justifié par le grand effort que le mâle a dû fournir pour maîtriser la femelle plus robuste, en plus d'avoir passé un temps aussi long à copuler. Alors que les mâles les plus agiles et les plus forts parviennent à s'en sortir indemnes, certains ne survivent pas assez longtemps pour raconter leur rencontre avec une femelle fertile, et quelques secondes plus tard, et même avant ou pendant la copulation, la femelle redoutée décapite son prétendant. Lorsque la femelle décide arbitrairement de décapiter l'homme qui engendrera sa progéniture, la copulation peut durer plus longtemps et le succès reproductif est souvent encore plus grand. Le cadavre du mâle étant décapité, la femelle ne laissera pas une proie aussi convoitée se perdre, elle choisit donc immédiatement de pratiquer le cannibalisme sexuel, en avalant les restes du mâle. Bien que cet acte puisse paraître totalement injustifié et provenir des intentions les plus perverses de la femme, la vérité est qu'il provient clairement d'une stratégie pour sa survie. Avec un processus de gestation exigeant dans les jours à venir, elle a besoin de quantités importantes de nutriments pour assurer une posture de qualité, et quelle meilleure nourriture qu'un mâle riche en protéines? Environ 11 jours après la copulation, la femelle désormais veuve expulse une outhèque, une structure qui aidera à protéger les jeunes, avec jusqu'à 200 œufs à l'intérieur. Habituellement, l'emplacement choisi est un endroit avec un ensoleillement abondant, pour stimuler la formation des larves. L'éclosion des petits de la mante religieuse devra attendre quelques semaines et parfois même quelques mois pour voir des centaines de nymphes émerger des œufs. Ces minuscules créatures, mesurant seulement quelques centimètres, doivent se débrouiller seules dans un écosystème aussi sauvage que l'Amazonie. Heureusement, Mère Nature en a fait des prédateurs ardents dès leur plus jeune âge. Ils n'auront donc aucun mal à chasser les petits insectes pour prendre leur place dominante dans la chaîne alimentaire de cette jungle dangereuse. Contrairement à la parade nuptiale et à la reproduction tendue et sauvage de la mante religieuse, pour les toucans, c'est une période de l'année où les couples d'oiseaux déclarent leur amour pour toujours et entreprennent d'étendre leur lignée, devenant ainsi de fiers parents. Alors que les anacondas féroces s'accouplent dans les marais sombres et que les mantes religieuses camouflées copulent inaperçues, cachées dans la végétation, la reproduction de ces oiseaux colorés est un véritable spectacle naturel. Alors que les becs saisissants des toucans volent déjà la vedette dans cet écosystème déjà dynamique, leur rituel de parade nuptiale reflète toute la noblesse de ces becs. Tout commence avec le toucan mâle à la recherche d'un fruit frais à offrir à la femelle qui l'a ébloui. Bien sûr, étant au milieu de l'Amazonie fertile, vous n'aurez aucun mal à trouver un cadeau de la nature digne de cette femme frappante. Ces cadeaux se présentent généralement sous la forme de figues, de copales, d'açaïs, de caféiers sauvages et d'autres baies. Loin d'avoir une signification purement matérialiste, lorsqu'un petit toucan offre un fruit à une femelle, il démontre sa capacité à subvenir à ses besoins, à la fois pour elle et pour ses futurs poussins. De même, il s'agit d'une interaction importante qui renforce le lien entre les deux oiseaux. Si une paire de fruits accrocheurs sera le cadeau parfait pour séduire une femme, une petite branche peut également très bien faire l'affaire. Lorsque vous lui présentez le cadeau, si elle est réceptive, vous pouvez commencer un petit jeu en lui lançant le fruit d'avant en arrière ou même en le passant de bec en bec en le contactant plus étroitement. Certaines femelles, pour montrer leur réciprocité, mangent un morceau du fruit et en offrent au mâle, qui sera plus qu'heureux de partager. Cette scène tendre, qui marque le début de la parade nuptiale,
est souvent suivi d'actes de toilettage, au cours desquels les oiseaux passent doucement leur long bec sur le plumage de leur partenaire, le caressant et effectuant parfois de subtils mordillements, qui, en plus d'être un signe de véritable amour, aident à garder leur corps propre. Les espèces sauvages à proximité qui manquent ce spectacle peuvent très probablement l'entendre, car les vocalisations deviennent bientôt apparentes, contrastant fortement avec le silence profond de la forêt amazonienne. À travers des gazouillis et des trilles, le couple exprime son affection. Après plusieurs minutes, voire des heures, à partager des fruits et à lisser leur plumage saisissant, avec le ciel infini à leur disposition, les toucans ouvrent leurs grandes ailes et s'envolent dans des vols doux entre les branches. Le couple se poursuit de manière ludique et coordonne ses mouvements dans une scène qui éblouit par une telle majesté. Contrairement aux mantes religieuses pressées, dont la parade nuptiale ne dure que quelques heures, les toucans ne sont généralement pas pressés de s'accoupler et ont plutôt tendance à prendre leur vie d'accouplement assez lentement. Les oiseaux amoureux peuvent passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans une cour élaborée où le lien du couple se renforce au fil du temps. Lorsque la saison des amours de la femelle approche, le couple bien préparé s'envolera, mais cette fois-ci non pas dans le cadre de leur parade nuptiale, mais plutôt dans le but de trouver une cavité suffisamment confortable pour devenir la maison familiale. Les deux oiseaux testeront différents trous d'arbres, inspectant des aspects tels que la taille de l'entrée et l'espace de l'intérieur. Après avoir trouvé une cavité qui leur plaît tous les deux, le couple commencera à s'installer dans leur nouvelle maison. L'un des premiers changements qu'ils apporteront pour le rendre plus confortable sera de saupoudrer quelques graines sur le sol pour adoucir le nid. De même, s'il y a beaucoup de débris végétaux à l'intérieur, un nettoyage rapide n'est pas une mauvaise idée. Le nid étant désormais prêt, l'heureux couple passera plus de temps ensemble que jamais, perchés côte à côte sur des branches, se lissant les plumes pendant de longues périodes et profitant de leur nouvelle maison ensemble dans le nid. Au fil des jours, et à mesure que l'ovulation approche, les toucans ne se séparant pas une seule seconde, la copulation se produit inévitablement. Cela est généralement assez bref, ne durant que quelques minutes, le mâle chevauchant la femelle. Après l'accouplement, après environ 7 jours, la femelle pondra 2 à 4 œufs dans le nid bien conditionné. Une fois les œufs blancs en place, les deux parents, comme le couple uni qu'ils ont prouvé être, prendront en charge l'incubation des futurs poussins. Après un maximum de 20 jours, avec les soins appropriés de leur partenaire, les minuscules poussins briseront lentement la coquille et deviendront officiellement des habitants de cet écosystème fertile appelé l'Amazonie. Bien sûr, avec leurs petits poussins déplumés et les yeux encore fermés, le travail des parents est encore loin d'être terminé. Le couple diligent sera responsable de nourrir sa progéniture pendant environ 9 semaines, jusqu'à ce qu'elle soit capable de prendre soin d'elle-même. Après presque 3 mois de parentalité, les poussins, désormais plus si petits, pourront voler et déployer leurs ailes pour quitter le nid. Cependant, même à ce moment-là, ils n'auront pas dit au revoir à leurs parents, qui seront chargés d'éduquer leurs petits à la survie dans cet écosystème abondant et exigeant. L'une des premières leçons sera de savoir comment différencier un fruit mûr d'un fruit vert. Qui sait, peut-être que dans quelques années, ce jeune toucan partira à la recherche de fruits frais à donner à une femelle, recommençant ainsi ce cycle et répétant l'un des chapitres les plus marquants de la vie sauvage. Alors que la saison de reproduction oblige les toucans à s'installer dans une maison et à former une vie de famille, pour le plus grand prédateur au sommet de ce monde sauvage, le cri séculaire d'étendre sa lignée le pousse plutôt à quitter son territoire et à devenir un étranger. Lorsque des dizaines de chattes sont en chaleur, réparties sur des centaines de kilomètres dans l'épaisse jungle, le jaguar, féroce et territorial,
n'hésite pas une seconde à quitter son domaine et à se lancer dans de longs voyages où, poussé par le simple désir de se reproduire, les distances ne deviennent qu'un chiffre. Avec d'innombrables femelles laissant leurs phéromones dispersés dans leur urine et leurs excréments, signe clair de leur fertilité, les mâles partent à la recherche de femelles fertiles, remplissant ainsi leur rôle dans la préservation de l'espèce et, en cours de route, profitant de plusieurs moments de plaisir. En suivant les traces de phéromones laissées par les femelles, comme sur une carte, ces félins ne risquent pas de se perdre au cours de leur long voyage reproductif. Il n'y a pratiquement aucun obstacle qui puisse se dresser sur son chemin lorsque la destination est une femelle robuste avec laquelle il peut s'accoupler pendant 5 jours. Après de longues marches de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, le mâle parvient à atteindre la destination souhaitée. Ici, tout comme dans le monde impitoyable de la menthe religieuse, le félin s'approche avec beaucoup de prudence de celle qui pourrait être sur le point de devenir sa compagne. Avant tout contact physique, le mâle émet quelques signaux pour s'annoncer sous forme de grognement. Si la femelle est réceptive, elle répondra par des vocalisations et des postures corporelles et la copulation ne tardera pas à arriver. La femelle ayant donné le oui tant attendu, le mâle se positionne sur elle et commence une journée marathon au cours de laquelle les deux félins copulent jusqu'à 100 fois par jour. Bien sûr, outre l'aspect plaisir, il s'agit d'une mesure visant à assurer le succès de la reproduction, en obtenant la fécondation du jaguar. Tout comme la parade nuptiale des toucans couvre le silence de l'Amazonie, lorsqu'un couple de jaguars copule, le bruit assourdissant peut être entendu à des kilomètres à la ronde, avec des rugissements et des gémissements puissants résonnant dans la jungle profonde, encore et encore. Après 5 jours de copulation non-stop, et avec une grossesse plus que probable en route, le mâle, sans la moindre hésitation, quitte le chemin par lequel il est venu, ignorant toute responsabilité paternelle. Poursuivant sa vie de célibataire, le jaguar poursuit son long voyage à la recherche de femelles fertiles. Cependant, ce félin n'a pas toujours autant de chances de trouver des femelles solitaires prêtes à s'accoupler. Parfois, alors qu'il abandonnait ses territoires pour entreprendre ce voyage reproductif, d'autres jaguars le rejoignaient dans cette mission, et ils finissaient par croiser leur chemin. Bien sûr, lorsque cela se produit, le conflit est loin d'être résolu pacifiquement. Après avoir parcouru d'énormes distances pour atteindre la femelle, aucun félin ne partira sans avoir satisfait son désir de reproduction. Les hostilités sont donc inévitables. Avant de s'engager dans un combat physique, les deux jaguars, dans une démonstration de leur férocité et avec la claire intention d'intimider leur rival, émettent de forts grognements et des reniflements, ainsi que des rugissements vigoureux en préambule à la sauvagerie qui est sur le point de se produire. Au-delà des vocalisations, et avec une femelle réceptive en jeu, les jaguars se jettent sur leur adversaire, leurs griffes acérées et leurs morsures massives comme armes. Les griffes et les morsures sont partout, les deux félins, sans montrer la moindre pitié, attaquant directement le cou et la tête de leur adversaire. Possédant l'une des morsures les plus puissantes de tout le règne animal, capable d'écraser des crânes, les blessures causées lors de ces combats peuvent être graves, allant jusqu'à tuer l'un des combattants. Après plusieurs minutes de combat acharné, l'un des félins, souffrant de nombreuses blessures et complètement contre sa volonté, décide de se retirer du combat, renonçant à son droit de procréer. Alors que son adversaire s'enfuit de la scène, le jaguar victorieux est prêt à réclamer son prix. Face à une telle démonstration de force et de domination, la femelle se montre prompte à se montrer réceptive à l'imposant mâle qui, malgré avoir livré un combat acharné quelques minutes auparavant, épuisera son dernier souffle dans une copulation qui durera des jours. Après une gestation d'environ 100 jours en moyenne, le jeune jaguar, bien sûr également abandonné par le mâle, donne naissance à une paire de minuscules petits pesant à peine 900 grammes. La mère célibataire concernée prendra soin méticuleusement de ses petits durant leurs premiers mois de vie. Avec ces tendres petits qui ouvrent les yeux jusqu'à l'âge de 2 semaines,
Les chiots sont extrêmement sans défense, et même le plus petit danger peut détruire le produit d'une saison de reproduction intense. Pour garder les chatons en sécurité, la mère préfère les abriter dans sa tanière, souvent une petite excavation dans le sol où ils restent hors de vue des dangers tels que les pumas et les alligators. Bien que ces carnivores puissent constituer une menace importante pour la survie des chiots sans défense, le plus grand danger vient parfois d'un membre de la même espèce. Lorsqu'un mâle féroce désireux de procréer rencontre de petits oursons, dans un acte de sang-froid sans la moindre trace de pitié, il mettra fin à la vie des petits non protégés. Loin d'être une action visant uniquement à instiller la terreur, il s'agit d'une stratégie reproductive visant à stimuler l'entrée en chaleur de la mère. Sans ces petits, les jours fertiles de son cycle arrivent bientôt, et le tueur de ces petits sera là pour profiter de l'occasion pour étendre ses gènes. Dans une démonstration de la dureté du monde sauvage de la compétition pour la reproduction. Alors que le jaguar implacable force la femelle à avoir des chaleurs, loin sur les rives du puissant fleuve Amazon, l'une des proies préférées du félin ressent également l'appel de la nature à agrandir la famille. Face à l'abondance d'animaux qui remplissent chaque recoin de l'habitat douillet du capybara, les femelles entrent bientôt en chaleur. Avec des niveaux d'hormones aussi élevés dans leur corps, ces rongeurs géants émettent de puissantes phéromones capables d'attirer des dizaines de mâles ivres. Bien que tous les capybaras mâles perçoivent le signal réceptif de la femelle, parvenir à la copulation ne sera pas une tâche facile. La vie sociale de ces grands mammifères est régie par une structure hiérarchique très rigide, dans laquelle le premier maillon est un alpha tout-puissant, jaloux de ses femelles. Ce mâle redoutable est suivi précisément par les femelles de la meute accompagnées de leur petite progéniture et enfin et surtout par les mâles subordonnés qui, tant que l'alpha peut l'en empêcher, ne pourront même pas s'approcher d'une femelle fertile. Peu de temps après avoir perçu l'odeur enivrante des phéromones d'un capybara en chaleur, le mâle alpha commence bientôt la parade nuptiale, poursuivant inlassablement la femelle et émettant des vocalisations sous forme de sifflements et de clics. De plus, pour initier le contact, le mâle peut frotter sa glande nasale contre le corps rugueux de la femelle. Dans le monde consensuel de la reproduction du capybara, la femelle peut décider de dire oui ou, au contraire, de rejeter son prétendant. Lorsqu'elle est réceptive à son prétendant, elle l'exprimera par diverses vocalisations et mouvements de tête. Étant donné leur prodigieuse capacité de nage et les puissants fleuves Amazones à leurs pieds, la copulation ne pouvait avoir lieu ailleurs que dans l'eau. Dans ce cas, la femelle s'immerge partiellement avec la partie arrière de son corps légèrement plus basse pour faciliter la tâche du mâle. Lui, la montant par derrière, exécute quelques mouvements pelviens rapides, dans un acte qui ne dure que quelques secondes. Après avoir terminé la brève monte, le mâle descend de la femelle et quitte l'eau. Pendant ce temps, le capybara secoue sa fourrure rugueuse et continue également ses activités quotidiennes. Bien sûr, comme la copulation a été quelque peu brève, le mâle, pour assurer le succès de la reproduction, est susceptible d'essayer de monter à nouveau la femelle pendant tous ces jours de chaleur. Avec des meutes pouvant abriter jusqu'à des dizaines de femelles désireuses de s'accoupler, l'alpha ne laissera pas passer cette opportunité et, en signe de manque de fidélité, cherchera à courtiser toutes les femelles réceptives. Bien sûr, même le plus gros mâle ne pourra pas s'accoupler avec toutes les femelles rongeurs, et c'est à ce moment-là que les mâles subordonnés voient leur moment. Contre la volonté de l'alpha, ces membres des couches inférieures du groupe, même dans leur position peu attrayante, peuvent avoir accès à un nombre considérable de femelles. Bien sûr, tant que l'alpha est occupé à courtiser une autre femelle, personne n'a besoin de découvrir les transgressions des mâles issus de milieux moins privilégiés. Ici,
pouvoir copuler en quelques secondes seulement devient un réel avantage. Cependant, des problèmes surviennent lorsqu'un mâle subordonné est pris en flagrant délit par l'alpha alors qu'il tente de courtiser l'une de ses femelles. L'homme le plus fort et le plus robuste ne tolérera pas une offense d'une telle ampleur et réprimandera immédiatement le contrevenant. Habituellement, quelques démonstrations d'intimidation telles que dresser leur fourrure, montrer leurs dents acérées et émettre de forts rugissements suffiront à forcer le petit mâle à reprendre sa place dans la hiérarchie sociale. Lorsque le mâle opportuniste est réticent à céder à la cour, l'alpha, n'ayant pas d'autre choix, recourt à la violence pour démontrer pourquoi il est dominant. En mordant fort avec ses dents terrifiantes, l'alpha s'assure que cette violation de la hiérarchie de la meute ne se reproduira plus jamais. Une fois que l'alpha a terminé ses tâches avec les femelles en chaleur, elles commencent une période de gestation d'environ 110 jours. Après cette période, le capybara donnera naissance à 1 à 8 petits rongeurs. Contrairement à la copulation, la naissance a généralement lieu sur Terre et, peu de temps après avoir donné naissance à ses petits, la femelle retourne au troupeau avec ses petits. Ces jeunes progénitures, âgées de quelques heures seulement, sont étonnamment précoces, naissent avec les yeux ouverts, une fourrure épaisse et, peu de temps après s'être séparées du ventre de leur mère, elles peuvent même marcher. L'incorporation rapide des jeunes dans le troupeau repose entièrement sur une mesure de protection de leur progéniture. Malgré leur développement précoce, ces minuscules rongeurs sont encore complètement sans défense face à d'innombrables prédateurs, donc un grand groupe rempli d'adultes est un espace beaucoup plus sûr pour eux. Les capybaras adultes sont souvent doux avec leurs petits, prennent soin d'eux et assurent leur protection, même s'il ne s'agit pas de leurs propres enfants. Un exemple clair de cela est celui des nurseries communautaires qui peuvent se former dans certaines meutes, dans lesquelles quelques femelles sont chargées d'allaiter et de protéger les jeunes, tandis que les autres sont à la recherche de nourriture. Durant cette tendre étape de leur vie, les jeunes capybaras doivent apprendre de leur mère tout ce dont ils ont besoin pour assurer leur survie dans cet écosystème sauvage. Alors que les capybaras agrandissent la taille de leur troupeau déjà important, nous nous aventurons à nouveau dans les coins les plus épais de la forêt tropicale. Ici, à l'insu du reste de l'écosystème, l'une des batailles les plus colossales jamais menées pour le droit d'accéder à une femelle est sur le point de se dérouler. Comme pour presque toutes les espèces sauvages, dans le cas des scarabées rhinocéros, le début des hostilités est généralement associé à l'entrée en chaleur d'une jeune femelle, remplissant l'air de phéromones extravagantes. Avec ce signal chimique sans équivoque indiquant qu'une femelle est disponible pour l'accouplement, les mâles de cette espèce d'insecte remarquable se lancent bientôt dans un long voyage vers l'inconnu, qui, espère-t-il, les mènera finalement à l'accouplement d'une femelle. Avec plusieurs mâles convoqués à cet événement, les combats ne tardent bien sûr pas à arriver. Puisque le prix est l'accès à une femme convoitée, les prétendants savent ce qu'ils doivent faire pour mettre la main sur le butin. Il n'est pas difficile de deviner pourquoi cette espèce porte ce nom, car rien qu'en regardant sa corne proéminente, il est presque impossible de ne pas penser aux colossaux mammifères africains. Et, lorsqu'ils s'engagent dans un duel où les enjeux sont si élevés, les mâles imposants n'hésiteront pas à utiliser cette arme redoutable que Mère Nature leur a donnée. Étant donné qu'un spécimen mâle ne dépasse pas 8 cm de longueur, les espèces sauvages qui peuplent les environs ne remarqueront probablement même pas le duel sanglant qui est sur le point de commencer, mais leur petite taille ne signifie pas que la bataille est exempte d'une sauvagerie jamais vue auparavant. Chaque concurrent chargeant son adversaire, l'objectif est de pousser ce dernier jusqu'à ce qu'il soit soulevé et retourné, ou jusqu'à ce qu'après une fatigue extrême, il décide de lui-même de céder à la force physique de l'adversaire. Cependant, lorsque deux vétérans de la bataille se croisent, la reddition est loin d'être certaine, et chaque insecte se battra de toutes ses forces, essayant de maîtriser son adversaire. Bien que profondément concentrés sur le combat,
les deux prétendants n'oublient pas qu'ils se trouvent au milieu de la dangereuse Amazonie et, étant de petits insectes ne dépassant pas 8 cm de long, ils ne sont pas exactement au sommet de la chaîne alimentaire. Même au milieu de ces duels reproductifs, les insectes habiles peuvent faire de brèves pauses lorsqu'ils repèrent l'approche d'un reptile affamé ou peut-être d'un petit rongeur à l'horizon. Pour eux, la survie est toujours plus importante que la copulation. Une autre raison pour laquelle il faut mettre fin à cette confrontation sanglante est l'élimination de la femelle en conflit. Lorsqu'elle quitte l'arène de combat, les deux scarabées la suivent pour garder un œil sur elle à la recherche d'autres prétendants potentiels. Désormais libérés de la traque des prédateurs et avec la femelle suffisamment proche pour assister à la bataille, les deux insectes reprennent leur confrontation impitoyable. La technique utilisée par les scarabées les plus expérimentés dans les duels consiste à insérer leur corne intimidante sous le corps de l'adversaire, puis, en un seul mouvement, à réussir à le retourner. Cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car l'adversaire n'attendra pas simplement d'être maîtrisé. Comme chez toutes les espèces sauvages, dans ces confrontations, les mâles les plus grands et les plus robustes ont souvent un avantage insurmontable sur les plus petits. Bien que ces duels à petite échelle pour le droit de se reproduire puissent paraître inoffensifs, la vérité est que le scarabée rhinocéros n'est ni plus ni moins que l'animal le plus fort de la planète, capable de soulever jusqu'à 850 fois son poids. Dans cette optique, les blessures graves résultant de ces combats, loin d'être atypiques, deviennent routinières. En plus d'utiliser sa corne proéminente comme levier pour renverser son adversaire, chaque scarabée utilise également son corps robuste pour pousser, ainsi que ses pattes griffues pour résister à chaque charge. Après plusieurs minutes d'hostilité, l'un des prétendants parvient à ligoter son adversaire, soit en le retournant, soit en le jetant de la branche où se déroulait le combat. La concurrence n'étant plus sur son chemin, le nouveau vainqueur se lance dans une brève cour. Ce n'est pas parce qu'il sort victorieux d'un combat acharné qu'il va forcer la femelle à s'imposer. À l'aide de ses antennes, le scarabée initie un contact corporel doux et des postures suggestives sont également présentes. La femelle étant ouverte à la copulation, le mâle satisfait ses désirs en se positionnant au-dessus ou derrière elle. S'appuyant sur ses pattes, le scarabée maintient fermement la femelle, s'assurant qu'elle ne bouge pas pendant l'acte. Une fois tout prêt, le mâle excité insère son édéage dans l'ouverture génitale de la femelle et la copulation commence, qui peut durer plusieurs minutes. Ayant rempli sa part, le scarabée, tous ses désirs exaucés, repartira sans se retourner par le chemin par lequel il est venu, laissant à la femelle tous les préparatifs laborieux pour la ponte des œufs. Après avoir été fécondée, la femelle, telle une mère célibataire assidue, cherchera un endroit approprié pour pondre ses œufs. En général, le site idéal est proche d'une source de nourriture où la survie des futures larves est garantie. Dès qu'elle aperçoit un tas de bois en décomposition, des feuilles mortes ou même des monticules de fumier, la mère aura trouvé l'endroit idéal pour pondre ses œufs. Loin de rester pour protéger sa future progéniture, le scarabée ignore complètement leurs soins maternels, les abandonnant à leur sort et continuant sa vie. Après quelques semaines d'incubation, de minuscules larves éclosent des œufs et se mettent immédiatement à se nourrir de matière organique en décomposition. C'est à ce moment-là que le choix de la mère pour le poste devient très important. Après avoir passé jusqu'à plusieurs mois au stade larvaire, il atteint sa taille maximale et s'enfuit dans une chambre nymphale, où il subit d'innombrables métamorphoses qui aboutissent, après plusieurs semaines, à un scarabée rhinocéros adulte majestueux et robuste. De retour dans les zones de canopée baignées de soleil où les toucans affichent leur amour dans des parades nuptiales élaborées, ici, l'un de ces oiseaux savoure une graine de manduvie fraîche, tandis que ses poussins se reposent paisiblement à l'intérieur du nid. Cependant, il ne s'agit pas ici de l'histoire de toucans, mais de quelques oiseaux tout aussi colorés qui remplissent le ciel amazonien d'un bleu profond.
Pour les aras hyacinthes, cette minuscule graine de mandubie que le toucan a dévorée deviendra, au fil des années, la demeure d'une famille colorée de ces oiseaux. S'élevant dans le ciel de ces forêts tropicales vibrantes, la reproduction des jacinthes est l'un des actes les plus majestueux et les plus délicats de tout l'écosystème amazonien. En tant qu'oiseaux colossaux, mesurant jusqu'à 1 mètre de long, les jacinthes doivent nécessairement nicher dans des arbres gigantesques et vivaces dotés de cavités spacieuses capables d'accueillir leur taille énorme. C'est à ce moment-là que les arbres manduvie plantés par dispersion de graines de toucan deviennent la maison idéale pour fonder une famille. Cependant, avant de trouver un foyer, il est bien plus important de conquérir une femelle. Alors que les espèces sauvages comme les menthes religieuses atteignent la maturité sexuelle quelques semaines seulement après leur naissance, les aras hyacinthes patients peuvent vivre jusqu'à une décennie avant que leur corps ne soit prêt à agrandir l'espèce. Bien sûr, après avoir préparé ce moment pendant 10 ans, une fois suffisamment mature, la jacinthe ne va pas errer de fleur en fleur en copulant avec chaque femelle qui croise son chemin, mais, se montrant extrêmement fidèle, choisira un partenaire pour la vie. Bien sûr, comme il ne s'agit pas d'une aventure ponctuelle, l'homme devra faire des efforts pour conquérir la femme qui pourrait être sa partenaire pour les 40 prochaines années. Après avoir attendu ce moment pendant des années, le mâle sait exactement quoi faire pour captiver la femelle avec une parade nuptiale très élaborée. Comme si son apparence frappante de bel oiseau bleu ne suffisait pas, ce conquérant s'approche de la femelle en émettant de douces vocalisations afin d'attirer son attention. Si la femelle est réceptive, le mâle s'approchera lentement et passera à l'étape suivante en lissant le magnifique plumage de celle qu'il espère être sa compagne pour la vie. Lorsqu'elle s'intéresse au prétendant, elle répond par un toilettage mutuel. Voir ces oiseaux colorés perchés sur une branche, avec les imposants couchers de soleil amazonien derrière eux, est l'une des images uniques qu'offre ce paradis sauvage. Pour se montrer comme un fournisseur fiable, le mâle, imitant le comportement des toucans, apporte généralement des cadeaux succulents à la femelle sous forme de mangues juteuses, de bananes, de baies et de graines. Ces cadeaux convoités de Lara sont souvent partagés par le couple, tandis que les vocalisations sont un signe clair que tout va bien dans la vie romantique de ces oiseaux. Dans le cas de ces oiseaux qui vivent ensemble depuis longtemps, les vols synchronisés sont une véritable œuvre d'art. Avec leurs grandes ailes bleues, le couple décolle à l'unisson et vole sur de longues distances, se séparant de quelques centimètres seulement, dans ce qui ressemble davantage à une danse sauvage dans les airs. Alors que la période de chaleur approche lentement, le couple est maintenant prêt à trouver une maison confortable pour élever sa famille. Cependant, ce n'est généralement pas une tâche aussi simple que pour les toucans plus compacts. Les aras hyacinthes ont besoin de cavités impressionnantes pouvant accueillir tous leurs corps élancés, des espaces que seuls les arbres comme le manduvie sexagénaire possèdent habituellement. Après une recherche exhaustive, le couple a trouvé la maison tant attendue. En effectuant quelques petits ajustements, comme agrandir la cavité et retirer les éventuels débris de végétation, le nid sera prêt à accueillir les poussins qui ne sont pas encore en route. Le moment tant attendu par la jacinthe mâle est arrivé et, la femelle étant en période de fertilité, l'oiseau s'empresse de la monter. Bien que leur nid soit parfaitement agencé, les oiseaux hyacinthes préfèrent s'accoupler sur une branche, la femelle penchant son petit corps vers l'avant et le mâle se perchant sur elle, tenant ses plumes avec ses griffes. Le mâle étant désormais en position, la copulation a lieu et ne dure pas plus de quelques secondes. Avec leurs organes reproducteurs alignés, le mâle transfère son sperme à la femelle et officiellement, les poussins sont en route. Durant les quelques secondes que dure la monte, il est normal que le mâle batte vigoureusement des ailes pour maintenir l'équilibre et éviter de devenir instable pendant qu'il consomme son désir de procréer avec sa partenaire. Alors que les capybaras se séparent immédiatement après la copulation, les capybaras hyacinthes se perchent souvent pendant de longues périodes, se toilettant mutuellement et démontrant leur lien étroit par des vocalisations tendres.
Pendant la saison des amours de la femelle, ce couple très stable copule généralement à plusieurs reprises pour assurer le succès de la reproduction. Une fois le succès de l'accouplement confirmé par la ponte d'une paire d'œufs blancs opaques, les futurs parents, plus proches que jamais, prendront soin d'eux, les couvant et les protégeant des prédateurs. C'est à ce moment-là que les toucans montrent l'un de leurs côtés les plus sauvages, car, bien qu'ils soient responsables d'offrir un foyer à cette belle famille, ces becs sont également responsables de plus de 80% de la prédation des œufs d'aras hyacinthe, de sorte que la femelle et le mâle doivent être attentifs à l'approche de ceux qui sont désormais leurs ennemis. Après 30 jours d'incubation, le moment tant attendu est arrivé. Lentement, un petit poussin brise sa coquille avec son petit bec, rencontrant ses parents très fiers. S'il est vrai que la femelle a pondu 2 œufs en général, dans la reproduction complexe des jacinthes, lorsque l'éclosion d'un œuf prend plus de temps que prévu, seul le premier petit a une chance de survie, car le frère aîné, plus grand et plus fort, ne laisse généralement pas de nourriture au poussin moins développé, qui finit donc par mourir de faim. Alors que les aras hyacinthes sont confrontés à tous les défis liés à la parentalité, non loin de leur habitat douillet sous la canopée, l'un des rituels de reproduction les plus patients de toute la faune est sur le point de se dérouler. Bien que, à la vitesse à laquelle se déplace le paresseux lent, il reste peut-être encore quelques jours à attendre. Lorsque Mère Nature, dans un appel ancestral, ordonne à ces mammifères léthargiques mais fascinants de se multiplier, les paresseux démontrent toute leur résilience en entreprenant un voyage de plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils atteignent cet endroit promis où, espèrent-ils, il y aura une femelle chaleureuse qui les accueillera à bras ouverts. Durant la lente mais régulière saison de reproduction des paresseux, tout commence lorsque la femelle fertile annonce qu'elle est prête à copuler en émettant des cris aigus qui peuvent porter à des kilomètres à la ronde. En entendant ce son précieux, tous les paresseux à proximité de la femelle commenceront un voyage à plein régime à travers la canopée. Bien sûr, étant l'un des animaux les plus lents de la nature, cette vitesse de pointe n'atteindra même pas plus de 2 km par heure. Donc la femelle devra être très patiente en attendant ses prétendants lents. N'étant pas particulièrement marathonien, chaque spécimen ne parvient à parcourir qu'environ 38 mètres par jour. Comme il vit au milieu de la dense forêt amazonienne, le paresseux peut se déplacer relativement plus rapidement en se suspendant entre les branches. Comme il existe d'innombrables espèces sauvages au sol qui attendent que le mammifère descende pour devenir leur proie, il est toujours préférable de rester en hauteur. Avec tout l'élan que peuvent générer les appels constants d'une femelle en chaleur, l'herbivore lent avance à un rythme soutenu, sans la moindre distraction. Bien sûr, cela ne suffit pas à aller à l'encontre de sa nature lente et le paresseux, après plusieurs jours de voyage, atteint enfin le lieu de rendez-vous. À l'arrivée, le mâle confirme que tout ce qui a été promis est vrai et la femelle est réceptive à la copulation. Alors que des espèces comme les aras hyacinthes flamboyants et les capucins sociaux effectuent des parades nuptiales saisissantes, au cours desquelles pratiquement tout l'écosystème prend note de leur spectacle, le paresseux, beaucoup plus timide, courtise la femelle de manière subtile mais efficace. Par des approches lentes, des reniflements et des mouvements doux, il prévoit de conquérir la femelle fertile, gagnant sa faveur pour la copulation. Lorsque la femelle est réceptive, le mâle, à vitesse de croisière, se positionne derrière et au-dessus de la femelle pour procéder à une pénétration étonnamment rapide. Les hautes branches étant le refuge idéal pour ces mammifères inoffensifs, la copulation ne pouvait avoir lieu qu'en étant suspendue acrobatiquement à plusieurs mètres du sol. Parfois, certains couples parviennent à réaliser des poses assez intéressantes qui incluent les deux individus allongés face contre terre pendant qu'ils copulent. Bien qu'à cette occasion il ait eu la chance de trouver une femelle non convoitée par les autres mâles, parfois, après des journées marathons de voyage,
le paresseux est surpris de constater qu'il doit se battre pour le privilège de procréer. Bien sûr, ces combats ne ressemblent en rien aux combats entre jaguars ou aux puissants scarabées rhinocéros. Étant complètement inoffensif, la plus grande démonstration de férocité qu'un des prétendants puisse recréer est une lutte lente et maladroite entre les branches, avec des tentatives de combat totalement dénuées de létalité. Bien que ces coups ne soient pas capables de blesser même un enfant, leur objectif est de démontrer la supériorité physique et la domination sur l'adversaire. Avec ces intentions, les vocalisations peuvent également être très efficaces pour intimider l'adversaire, de sorte qu'après avoir évalué ses chances de victoire, il finit par céder et par s'échapper loin d'être rapide. Le mâle victorieux ayant gagné le droit de procréer après une confrontation inoffensive et ayant déjà monté la femelle, un long compte à rebours commence pour la naissance d'un petit rejeton. La période de gestation de ces mammifères n'est pas inférieure à 11 mois et demi. La femelle doit donc être patiente jusqu'à la naissance de sa progéniture. La naissance acrobatique aura lieu, bien sûr, alors que la femelle sera suspendue à une branche haute, à plusieurs mètres du sol, où ses petits seront à l'abri des prédateurs. Heureusement, après presque 1 an de gestation, le nouveau-né est étonnamment bien développé, avec une fourrure épaisse et des griffes acérées. Malgré cela, sans oublier qu'il s'agit d'un chiot innocent, la mère prendra soin de lui, le câlinera dans son ventre et l'allaitera pour qu'il grandisse en bonne santé et fort. Au fil des mois, le petit, qui n'est plus si petit, commence à explorer seul les environs de cet écosystème vivant, en restant bien sûr toujours relativement proche de sa mère, qui lui apprend à trouver de la nourriture et à se déplacer dans les arbres. Après des soins maternels qui peuvent durer, dans certains cas, jusqu'à 2 ans, le jeune paresseux décide de suivre son propre chemin, se séparant à jamais de sa mère dévouée, qui a tout donné pour la survie de sa progéniture. Désormais, seul le temps et la nature nous diront si tous ces enseignements étaient suffisants ou non. L'une des leçons de survie que la mère paresseuse a enseignées à sa progéniture était probablement d'éviter de descendre des arbres, en particulier dans les zones marécageuses, car ces affluents à visibilité nulle recèlent d'innombrables dangers. Cependant, le mammifère encore naïf, laissant cette leçon derrière lui, l'ignore et ose plonger dans ce qui semble être une zone humide chaude. Dans cet affluent, le jeune homme paresseux a commis sans le vouloir une erreur qui lui coûtera la vie. En quelques secondes, en un clin d'œil, un caïman noir vorace mesurant jusqu'à 6 mètres de long surgit des eaux sombres et, en un instant, prend la vie d'un mammifère qui n'avait vécu que quelques jours loin de l'abri de sa mère. Après cette démonstration de férocité sans précédent, et dans un revirement complet, l'imposant alligator décide qu'il est temps de remplir ses eaux avec des dizaines de petits reptiles sans cœur. Sachant que la saison des amours bat son plein, il se dirige directement vers ces zones humides remplies de femelles désireuses de procréer. Dans ce qui semble être le cauchemar parfait pour tout mammifère sans défense, des dizaines de caïmans noirs envahissent les vastes affluents créés par le généreux fleuve Amazone. Dans ces derniers, les grands mâles montrent toute leur force physique à travers des démonstrations effrayantes avec leur tête et leur queue, ainsi qu'en émettant de puissants rugissements et vibrations dans l'eau, destinés à capter l'attention des femelles. Bien sûr, ce mâle n'a pas été le seul à se présenter dans la zone humide pour profiter de ce qui est un véritable harem. À côté de lui, un autre reptile féroce, justement, s'est intéressé à copuler avec la même femelle. Et, étant 2 bêtes capricieuses pesant 400 kilos et avec une morsure mortelle, il est facile de deviner que ces désaccords ne mèneront à rien de bon. Immédiatement après que 2 mâles croisent le chemin d'une femelle, ceux-ci, essayant d'éviter un bain de sang inutile, émettent de forts rugissements qui cherchent à montrer à leur adversaire qui est en charge. De même, lever la tête hors de l'eau et fouetter la queue
sont des démonstrations à ne pas manquer pour dissuader l'adversaire de continuer à interférer avec le reptile provocateur. La plupart du temps, lorsqu'un alligator se trouve dans une situation de désavantage physique évident, il choisit de ne pas tenter sa chance et se retire rapidement. Avec des milliers de femelles désireuses de procréer dans l'immense Amazonie, s'engager dans un combat à mort avec un autre prédateur mortel est un comportement totalement injustifiable. Mais il s'agit de la vie sauvage, et la prudence ne guide pas toujours les actions des espèces animales, et encore moins celles des énormes alligators noirs. Lorsque deux reptiles féroces s'engagent dans une copulation avec une femelle, sans rien dire de plus, ils commencent tous deux un combat qui résonne dans le marais. Dans ces derniers, les morsures puissantes, les poussées et les coups de queue sont les armes utilisées pour maîtriser l'adversaire. Après seulement quelques minutes, un reptile blessé abandonne généralement et cède à ses tentatives de s'accoupler avec la femelle. Bien sûr, pour le gagnant, l'histoire est très différente, car il entrera dans une extase de plaisir lors des rapports sexuels. Pour ce faire, le mâle lourd grimpe sur le dos de la femelle et, à l'aide de ses pattes avant, la maintient immobile. Avant le début de la copulation, le mâle aligne son organe reproducteur avec celui de la femelle et commence la pénétration. Pour aider à maintenir la femelle, l'alligator la mord souvent sur la partie inférieure du cou, s'assurant ainsi qu'elle ne bougera pas. Après jusqu'à 30 minutes de copulation, le mâle a déjà transféré tout son sperme à la femelle fertile, qui paraîtra épuisée après avoir eu cette bête colossale pesant près d'une demi-tonne sur son corps. Après la copulation, les deux reptiles se reposent généralement l'un à côté de l'autre pour récupérer de l'énergie. Si le mâle a de la chance, le couple peut parfois s'accoupler plusieurs fois de plus pour assurer la grossesse de l'alligator. Puisqu'ils appartiennent à une espèce complètement monogame, la femelle et le mâle, avant la fin de la saison de reproduction, chercheront d'autres partenaires sexuels avec lesquels satisfaire tous leurs désirs d'accouplement. La femelle ayant copulé à d'innombrables reprises, comme c'est presque la coutume dans la nature, c'est elle qui porte l'entière charge de la gestation et des soins à apporter à ses petits. Pour ce faire, construisez un grand monticule de boue et de végétation au pied de la zone humide, à un endroit stratégique pour être près de l'eau, mais éviter les inondations. Le nid étant désormais entièrement préparé, elle pond jusqu'à 60 œufs. Après les avoir soigneusement positionnés, la mère les recouvre de boue pour s'assurer qu'ils restent au chaud. La température est l'un des facteurs cruciaux dans le délicat processus de gestation des caïmans noirs et détermine même le sexe de la progéniture. Lorsque le nid est plus chaud, les jeunes sont généralement des mâles. Le nid, en plus de fournir un abri, remplit la fonction importante de protéger les œufs des prédateurs, car il existe d'innombrables candidats pour manger ces œufs riches en protéines. Après avoir enterré ses petits, la mère restera près du nid tout au long du long processus d'incubation, qui peut durer jusqu'à 100 jours. Pendant cette période, plus d'un prédateur des échelons intermédiaires de la chaîne alimentaire tentera de dévorer ces œufs, auxquels la mère, comme prévu, ne réagira pas du tout bien, faisant même de ces intrus ses proies. Après la période de gestation, en entendant un cri très subtil de ses petits, la mère déterre rapidement le nid pour découvrir ces petits alligators émergeant lentement de leurs œufs. Bien sûr, certains auront besoin de l'aide de leur mère pour percer cette coquille dure, alors la femelle, utilisant sa morsure féroce avec une délicatesse totale, apportera un soutien vital à ses petits. Dès l'éclosion, le reptile transporte sa petite progéniture à l'intérieur de sa bouche directement dans l'eau. Au cours des prochains mois, telle une mère exemplaire, elle protégera sa progéniture de tous les dangers de cet écosystème particulièrement cruel envers les jeunes animaux. Étant donné que tous ces petits reptiles deviendront, dans un avenir pas si lointain, les prédateurs suprêmes de ce paradis de la vie animale, il ne manquera pas d'espèces sauvages qui, hantées que d'être dévorées par ces reptiles, choisiront de traquer la progéniture sans défense, dans une démonstration flagrante de l'ingéniosité et de l'impitoyabilité de la nature.
Bien que l'Amazonie soit une oasis pour ces espèces, leurs délicats rituels de reproduction, ainsi que leur survie même, sont gravement menacés. En raison de l'influence humaine sur ce vaste écosystème, la vie des innombrables espèces sauvages qui vivent en Amazonie est confrontée à des défis colossaux. Pour les arahyacinthes, trouver des arbres menduvii à chaque saison de reproduction est une véritable odyssée, résultat de la déforestation intense à laquelle ces forêts sont confrontées. La reproduction d'espèces telles que les anacondas, les capybaras et les crocodiles est sérieusement menacée en raison de la pollution de l'eau, conséquence directe des activités minières dans la région. L'utilisation inconsidérée de pesticides dans les activités agricoles est l'un des dangers potentiels auxquels sont confrontés des insectes tels que les scarabées rhinocéros, ainsi que la féroce menthe religieuse. Même un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire comme l'indomptable jaguar n'est pas à l'abri de voir la survie de son espèce menacée par la fragmentation de ses habitats, l'empêchant d'effectuer ses longs voyages à la recherche de femelles fertiles. Malgré cette dure réalité qui menace l'existence de chacun des habitants sauvages de l'Amazonie et leurs rituels de reproduction, tout n'est pas perdu. Des espèces comme les arahyacinthes colorées sont un excellent exemple de la façon dont, grâce à des efforts coordonnés, il est possible d'empêcher l'extinction de ces créatures majestueuses et de créer un paradis sauvage où elles peuvent s'épanouir dans leur forme la plus pure. Avez-vous apprécié les histoires de séduction, de domination et de lutte pour la reproduction dans la majestueuse forêt amazonienne? Alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à profiter de toutes les histoires sur la faune féroce de notre planète. Si vous souhaitez aider davantage de personnes à en apprendre davantage sur ces créatures majestueuses et leur combat pour la survie, vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis. Ils vont sûrement l'adorer. Sans plus tarder, ne partez pas sans avoir d'abord laissé votre animal préféré dans la boîte de commentaires. À la prochaine avec une autre histoire de prédateurs brutaux, de proies habiles et surtout de vie sauvage.